Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, Bunia, l'épicentre d'Ebola, la ville de l'Est de la RDC déplore 86 décès et près de 500 cas confirmés. Des chiffres provisoires nous suivront, notamment le déplacement de la commissaire de l'Union européenne. À la une aussi, la libération de 360 otages détenus par Boko Haram au Nigeria. Cela faisait plusieurs semaines qu'ils étaient retenus. L'explication à suivre. Et puis notre focus nous amènera au Sénégal qui est face à un tournant politique. Ils avaient promis une gouvernance à deux voix, porter ensemble l'espoir du changement. Moins de 2 ans après leur victoire historique, le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko ont rompu. Limogeage, guerre d'influence et désormais bataille pour le contrôle du PASTEF. Le divorce est consommé. Que révèle cette fracture ? Quel risque pour la stabilité du Sénégal et qui sort renforcé du congrès du PASTEF de ce week-end? Pour en parler, nous recevons Mehdi Ba, journaliste et correspondant. Il a été correspondant de Jeune Afrique à Dakar. On ouvre ce journal en allant à Bunia, en Ituri, c'est dans l'est de la RDC, l'épicentre de l'épidémie Ebola. 98 personnes y sont décédées, 488 cas confirmés y ont été recensés. Ces chiffres sont provisoires car tout le monde ne peut pas encore être testé. Les autorités congolaises ne communiquent plus sur les cas suspects. C'est dans ce contexte que la commissaire de l'Union européenne, Adia Labid, a effectué une visite de terrain. Notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula a pu la suivre. À l'hôpital de Rwampara, l'un des épicentres de l'épidémie d'Ebola, le centre de traitement des patients vient tout juste d'être achevé. 18 personnes sont placées en isolement dans des bulles. 8 d'entre elles ont été confirmées positives au virus Ebola. Elles sont en cours de traitement. Alors certains médecins avec qui nous avons échangé nous ont dit que ce premier centre de traitement est un soulagement car à Rwampara, l'hôpital manquait de tout, des gants, des masques, des médicaments. Ces médecins qui sont en première ligne dans cette riposte nous ont confié avoir vu mourir d'Ebola certains de leurs collègues infirmiers et médecins. Alors en visite dans la province de l'Ituri, la commissaire européenne Adia Labib est venue témoigner son soutien. Je suis fière en tant que commissaire de l'Union européenne d'avoir financé en fait cette structure qui permet de poser un diagnostic, de délivrer les traitements adéquats et de sauver des vies. Beaucoup de malades ici en fait arrivent dans des situations déjà extrêmes et donc il est beaucoup plus difficile de les sauver parce qu'ils sont déjà trop loin. Donc si on les réhydrate assez tôt, s'ils reçoivent les traitements de base très tôt, ils peuvent être sauvés. Plus de 100 tonnes de matériel médical sont arrivées cette semaine à Bunia. L'Union européenne a aussi annoncé avoir débloqué un nouveau financement, 5 millions d'euros, destiné cette fois à renforcer la capacité des laboratoires en Ituri. Car l'objectif, c'est de pouvoir tester rapidement le plus de cas suspects possible. C'est essentiel pour tenter de stopper la transmission du virus Ebola. La province, qui est déjà sous état de siège car elle est touchée par la violence des groupes armés, fait face à une seconde guerre, celle contre un virus. Nous sommes en train de courir derrière l'épidémie, mais nous y arriverons. Ce sont les mots du gouverneur. Direction le Nigeria où l'armée a annoncé la libération de 360 otages détenus par Boko Haram et ses groupes affiliés. Une opération de sauvetage qui a eu lieu dans un fief du groupe situé dans le sud de l'état du Borno. Le point avec Clémence Valère. Sur ces images, des centaines de femmes et d'enfants viennent d'être libérés. Selon les autorités, l'opération a été préparée minutieusement. Ils étaient retenus depuis plusieurs semaines dans une enclave fortifiée dans les monts Mandara, située dans le sud de l'état de Borno, avant que l'armée nigériane n'intervienne. Si les militaires estiment que l'opération est un succès, 2 nourrissons sont morts en raison des conditions de détention difficiles. Les autres otages secourus ont été évacués avec succès vers des lieux sûrs pour y recevoir des soins médicaux et une aide humanitaire, ce qui marque un succès opérationnel majeur et un revers significatif pour le groupe terroriste. Depuis plus d'une décennie, le Nigeria est confronté à une crise sécuritaire complexe, particulièrement dans le nord du pays. Plusieurs groupes armés pratiquent les enlèvements contre rançon, ciblant souvent des écoles. Depuis peu, ces kidnappings ne se limitent plus au nord. Le 15 mai dernier, plus de 30 élèves et un professeur ont été kidnappés dans l'état d'Oyo. Ils sont à l'heure actuelle toujours détenus. Pour les familles des victimes, la peur et l'angoisse sont insupportables.
Aidez-nous, je vous en supplie. Je supplie le gouvernement. Nous voulons retrouver nos enfants sains et saufs. La gestion de la crise par le gouvernement nigérian a été vivement critiquée à plusieurs reprises par la classe politique et la société civile. Selon des analystes, la question des enlèvements de masse sera un sujet central lors de la campagne présidentielle en janvier prochain. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Le président Cyril Ramaphosa promet de sévir contre les groupes à l'origine des violences xénophobes visant les migrants en Afrique du Sud. Plusieurs pays africains rapatrient leurs ressortissants. Pretoria tente d'enrayer une vague de tension qui a déjà fait plusieurs morts. Le chef de l'État appelle à ne pas faire des immigrés des boucs émissaires d'une crise marquée par le chômage et la pauvreté. La junte au Mali crée près d'une quarantaine de zones d'intérêt militaire interdites aux civils dans des forêts soupçonnées d'abriter des groupes djihadistes. Toute présence dans ces secteurs pourra désormais être considérée comme une cible pour les forces armées. Une mesure qui soulève déjà des questions, notamment dans les zones frontalières partagées avec des pays voisins. Au Mozambique, l'évêque de Quelimane, Monseigneur Osorio Sitora Afonso, a été tué par balle dans sa résidence épiscopale dans des circonstances encore non élucidées. Le Vatican a exprimé sa profonde tristesse après ce meurtre qui a choqué le pays. L'Union européenne appelle désormais à une enquête approfondie et transparente pour faire toute la lumière sur ce drame. On passe à notre focus de ce dimanche soir. Le Sénégal vit sans doute l'une des plus importantes recompositions politiques de son histoire récente. Le tandem Diomaye-Sonko, qui incarnait l'alternance en 2024, a volé en éclats. Après plusieurs mois de tension, Ousmane Sonko a été limogé de la primature en mai dernier. Ce week-end, lors du premier congrès du PASTEF depuis sa création, il a été réélu à la tête du parti et a démontré qu'il conservait l'essentiel de la machine militante. Alors que le président Diomaye Faye gouverne désormais avec une nouvelle équipe, une question se pose. Assiste-t-on à une simple rivalité politique ou à une véritable bataille pour la présidentielle de 2029 ? Pour en parler, nous recevons par téléphone en direct de Dakar. Bonsoir, Daouda Ngom, vous êtes ancien ministre de l'Enseignement supérieur et membre du PASTEF. Merci de nous rejoindre depuis Dakar. Vous étiez d'ailleurs au meeting d'investiture d'Ousmane Sonko en tant que président du PASTEF. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est que ce meeting, était-ce un plébiscite pour Ousmane Sonko ou était-ce aussi l'investiture pour la présidentielle de 2029 ? Bonsoir madame. Effectivement, on peut dire que c'est un plébiscite parce que hier, 6 juin 2026, nous avons tenu le premier congrès de PASTEF qui était un moment de démocratie interne, mais surtout de communion avec les militants, parce qu'il y avait 2000 délégués venant de 589 sections du Sénégal et de la diaspora. Et aujourd'hui, c'était le meeting d'investiture du président du parti, Ousmane Sonko, qui a été élu pour un mandat de 6 ans et qui devait communier avec les militants, échanger avec eux sur la ligne du parti également. Alors, monsieur Ngom, vous êtes donc vice-président du PASTEF. On a été très attentifs. Moi, j'ai écouté, j'ai eu l'occasion d'écouter en direct sur Internet les déclarations de monsieur Ousmane Sonko. Je l'ai écouté quand il a dit qu'il n'y avait pas de crise politique, institutionnelle au Sénégal. Vous, qu'avez-vous compris dans ces cas-là, ou êtes-vous en mesure de nous expliquer quel est l'objet de la rupture entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui était devenue apparemment inévitable? Qu'est-ce que le Premier ministre reproche au président Diomaye Faye? Oui, il a dit qu'il n'y a pas de crise. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est vrai, nous sommes dans une situation institutionnelle particulière, parce que le président de la République a le pouvoir exécutif, il a sorti PASTEF de son gouvernement, mais PASTEF a encore la majorité parlementaire. 80% des députés sont des députés de PASTEF, 130 députés sur 165. Donc PASTEF détient encore la majorité parlementaire. Et c'est pourquoi certains disent que PASTEF est encore au pouvoir, parce que PASTEF détient une bonne partie du pouvoir. Mais PASTEF est aussi
dans l'opposition parce que le gouvernement PASTEF ne figure plus dans le gouvernement du président Diomaye. Et c'est son choix parce que PASTEF voulait bien continuer l'aventure pour qu'il n'y ait pas de rupture, mais PASTEF ne commande pas des postes ministériels aussi. Et malheureusement, Quel va il n'y a être pas eu le d'accord. rôle, mais quel va être le rôle précis aujourd'hui? Le président du PASTEF, donc Ousmane Sonko, a redit, notamment toujours dans cette déclaration d'investiture, qu'il ne serait pas là un outil de blocage face à l'exécutif. Alors à la tête du législatif, donc de l'Assemblée nationale, quel va être le rôle du parti PASTEF dans cette recomposition politique? Oui, il l'a dit parce que PASTEF détient la majorité parlementaire et si l'exécutif joue le jeu, il ne devrait pas y avoir des problèmes. Il y a des équilibres à faire et le rôle que va jouer PASTEF, c'est de proposer des lois allant dans le sens de l'intérêt des Sénégalais, de l'intérêt du pays. Mais s'il n'y a pas, si l'exécutif joue le jeu, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème. Il l'a toujours dit, ce sera une cohabitation douce entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Par contre, si l'exécutif ne joue pas le jeu, le législatif a bel et bien la possibilité d'arrêter la machine. D'accord. Ça, c'est clair. Mais comme Très il l'a bien. dit, nous ne sommes pas là pour bloquer et nous ne sommes pas dans une dynamique de bloquer le fonctionnement du pays. Nous tenons à la stabilité du Sénégal, institutionnelle du Sénégal. Et donc, Merci. seul Merci. l'intérêt des Sénégalais nous intéresse. Merci Oui. beaucoup, professeur Daouda Ngom. Vous êtes ancien ministre de l'Enseignement supérieur et vice-président du parti le PASTEF. Merci beaucoup. Et alors, on poursuit ce décryptage avec Mehdi Ba, journaliste, ancien correspondant de Jeune Afrique, qui travaille toujours pour Jeune Afrique, mais ancien correspondant à Dakar. Merci à vous. Merci Mehdi de nous recevoir. On a eu l'occasion à de nombreuses reprises, évidemment, de commenter cette actualité sénégalaise. Ce congrès, de l'aveu même du vice-président, était un plébiscite. Il était l'unique candidat, faut dire. Mais autre chose nous frappe. Comment pouvez-vous nous expliquer, par exemple, que il n'y a pas eu de sanctions, j'allais dire. En tout cas, Diomaye n'a pas été exclu, ni lui, ni les autres membres du parti qui sont restés dans le gouvernement. Quelle est la stratégie de Ousmane Sonko et du PASTEF dans cette reconfiguration, d'après vous? La stratégie, c'est difficile à dire parce qu'on est vraiment dans un cas de figure atypique, c'est-à-dire qu'on est dans une cohabitation. Il l'appelle douce, on va voir si elle l'est réellement, mais on est dans une cohabitation. Ce qui est atypique, c'est qu'on est dans une cohabitation au sein d'un même parti. C'est-à-dire que ce n'est pas les adversaires de PASTEF qui auraient gagné des élections législatives, qui d'ailleurs n'ont pas eu lieu. PASTEF est ultra majoritaire à l'Assemblée. Et donc, on se retrouve dans un face-à-face entre les deux personnes qui avaient, je le rappelle, comme slogan de campagne, Diomaye Moi Sonko, Sonko Moi Diomaye, c'est-à-dire lui c'est moi c'est lui. Et donc, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que dans une cohabitation, dès lors qu'il y a une fracture entre l'Assemblée PASTEF et donc, le parti, puisque Ousmane Sonko vient d'en être élu président, et le président qui avait été élu qui avait été le candidat de PASTEF, on aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement reflète que c'est PASTEF qui est bien en commande à l'Assemblée. C'est ça qui se passe généralement. Le gouvernement a besoin du soutien de l'Assemblée nationale. Or, c'est le contraire qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui n'a pas l'aval de PASTEF, que Ousmane Sonko à qui il a reproché d'avoir peut-être facilité les tensions. Et puis, on a un gouvernement où il n'y a pas de ministre PASTEF. Donc, on est quand même dans une situation de crise de fait. Et on ne sait pas très bien, en fait, qui cherche quoi dans cette affaire. Je pense que Diomaye subit. Quant à Ousmane Sonko, tout le monde sait qu'il veut être candidat, mais vous savez, février 2029, c'est loin. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 années et demie? C'est la question, mais j'ai aussi une autre question par rapport à Diomaye Faye. Est-ce qu'il est désormais isolé politiquement? On a vu que dans son gouvernement, il n'y a pas de poids lourd du PASTEF. Le président peut-il gouverner sans le PASTEF? Et même avec le PASTEF en opposition à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est possible? Il a qui avec lui concrètement? Ça a été d'ailleurs une des racines du conflit. Il a une coalition qui s'appelle la coalition Diomaye Président, qu'il avait accompagnée pendant son accession
voilà, qui est une constellation, je crois qu'il y a autour de 300 petits partis et mouvements. Donc, si vous voulez, il n'y a rien qui fasse poids dans cette coalition. PASTEF, 130 députés sur 165, est totalement hégémonique à l'Assemblée nationale, oui. Donc, voilà, à l'Assemblée nationale. Donc, il est très fragilisé, Bassirou Diomaye Faye. Et la seule chose qu'on peut imaginer, sachant que l'Assemblée pourrait bloquer les projets de loi qui viennent de l'exécutif, il est complètement soumis à la bonne volonté d'Ousmane Sonko, à la fois président du parti, président de l'Assemblée nationale. Donc, la logique voudrait que ce soit essentiellement des propositions de loi et non des projets de loi venant de l'exécutif qui vont baliser maintenant le terrain du programme. Mais on est sur quelque chose de bancal, parce que le plus simple, ce serait qu'il y ait un gouvernement de cohabitation réel, qui a le soutien de la majorité parlementaire à l'Assemblée, et un président qui joue le rôle. On a connu ça en France à 3 reprises dans les années 80-90, une cohabitation. Voilà, le président, il a essentiellement comme prérogative son précaré, la politique de défense, la politique étrangère, mais la gestion au quotidien de la gouvernance du pays, c'est un gouvernement. Oui, sauf que dans ces cas-là, en France, c'était des opposants politiques quand même. En France, c'était des opposants politiques assez clairs. Là, on parle d'anciens alliés qui se séparent au milieu du gué, j'allais dire. Mais cette question, cette fracture, est-ce qu'elle peut fragiliser la stabilité du Sénégal, notamment en pleine renégociation concernant la dette? Est-ce qu'on peut imaginer finalement que ça abîme un peu plus la stabilité du pays, malgré ce qu'ils disent, sûr que ne serait-ce que le problème de ce qu'on appelle la dette cachée, il y a encore pour la énième fois une mission du FMI, des négociations qui n'en finissent pas avec le FMI pour essayer de reprendre les décaissements. Alors c'est certain que là, cette fracture au sein d'un seul et même parti entre l'ancien Premier ministre et le président, c'est pas tellement de bon augure. Dans les raisons que Ousmane Sonko a avancées, parce que Ousmane Sonko a quand même tenu des discours récents, enfin de sa date depuis même 2024 et surtout depuis 2025, on sent bien qu'il y avait des provocations et que donc c'est pas venu de nulle part la décision ultime de Bassirou Diomaye Faye. Oui. Mais là par contre, voilà, qu'il s'agisse de la reddition des comptes, c'est-à-dire de traduire en justice des gens de l'ancien régime, qu'il s'agisse du FMI, qu'il s'agisse de renégocier les dossiers avec certaines majors du pétrole et du gaz, ce clivage au sein du parti PASTEF, effectivement, complique pas mal de choses. Beaucoup des choses, effectivement. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter là. On reparlera évidemment de ce sujet-là, de ce qui se passe au Sénégal. Voilà, il y a énormément d'actualités dessus. On ne manquera pas de vous en reparler ici au JTA. Merci beaucoup, Mediba, de nous avoir rejoints. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.